Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est David Herrera. Je suis maraîcher chez Cycle Farm et on a répondu à un appel à projet d'Innoviris qui fait partie du ministère de la Recherche, qui est un appel à projet en co-création qui s'appelle SpinCoop et que l'on co-crée avec l'ULB et le CREDAL. Dans ce cadre, nous avons établi un plan de culture qui nous semble indispensable pour notamment pouvoir transmettre les facteurs de succès de l'intégration du maraîchage intensif sur petite surface à Bruxelles et dans sa périphérie. Donc le plan de culture est très important parce qu'il permet d'organiser la saison à venir. Ce plan de culture se fait en général en hiver, c'est bien de le terminer en décembre pour pouvoir faire les commandes de graines ou de transplants assez rapidement et que ce soit prêt et disponible dès fin février, qui sont en général les premières mises en place des cultures de printemps. Le plan de culture va définir les successions de cultures que nous allons mettre en place dans le jardin, va définir quelles vont être quelles cultures, sur quelle parcelle, dans quel jardin, les successions de cultures, mais aussi quelles vont être les récoltes que l'on va estimer par rapport aux demandes, quelles vont être les graines à commander ou les transplants, et voire même l'agenda hebdomadaire qui sera mis en place. Ce plan de culture, évidemment, pendant l'année, risque de bouger, mais c'est une base sur laquelle il est difficile de revenir pendant l'année de manière générale. Si nous nous sommes inspirés des plans de culture de Curtis Stone, Elliott Coleman, Jean-Martin Fortier, Ben Hartmann, nous y apportons également notre pierre à l'édifice en l'intégrant à la région de Bruxelles-Capitale, en l'adaptant à notre fonctionnement sur multisites et aussi en le traduisant en français évidemment et en y intégrant agenda et timesheet. Nous avons divisé la présentation du plan de culture en 3 chapitres. 1. Les objectifs, on veut savoir où on va, on a certains désirs, c'est important de pouvoir les cadrer. 2. Le plan de culture, c'est-à-dire toute la méthodologie pour la mise en place des feuilles Excel. Et 3. L'intégration des résultats pris sur le terrain dans le plan de culture pour pouvoir améliorer le plan de culture de l'année suivante. La première chose à faire quand on élabore un plan de culture, c'est de connaître ses objectifs personnels. Et donc, je vais vous expliquer l'historique de Cycle Farm depuis 2015. Je travaille avec Nicolas. On fait de la vente directe, d'abord au restaurant, ensuite au marché de Linkebeek qu'on a fondé nous-mêmes. Troisièmement, à des vendeurs, des revendeurs. Et ensuite, on donne la nourriture qui reste à des gens qui vont la distribuer gratuitement. Ça, c'est une mise en contexte du circuit de distribution. Maintenant, Nicolas, l'année prochaine, souhaite faire un champ en autocueillette. Et donc, je vais me retrouver seul, voire avec des stagiaires, pour mener à bien mon plan de culture personnel et livrer les restaurants. J'ai de la chance parce que je vais pouvoir condenser effectivement ce marché. Je vais devoir aussi me réorganiser complètement. J'ai de nouveaux objectifs par rapport à l'année prochaine, puisque je suis seul cette fois-ci. Mon premier objectif, ce sera de réaliser 60 000 € par an sur 900 mètres carrés de culture. Je pense que c'est faisable, mais à certaines conditions, que je vous expliquerai prochainement. Mon deuxième objectif, c'est de ne pas travailler plus de 45 heures par semaine. J'ai des enfants et je voudrais pouvoir en profiter également. Mon troisième objectif, c'est de pouvoir passer 2 semaines de vacances en été avec eux, mais 2 semaines séparées, parce que 2 semaines à la suite de l'un de l'autre, je n'y arriverai jamais. Il faut s'occuper des cultures. Et le quatrième objectif, c'est de passer un maximum de temps au champ, de réduire mon temps de conditionnement des mesclins, de lavage de mesclins, mon temps de commercialisation et de distribution. Ensuite, j'ai la chance maintenant, au niveau stratégique, d'avoir une demande, donc 2 restaurants qui est déjà là. Ensuite, j'ai une chaîne de 8 restaurants qui voudrait travailler avec moi l'année prochaine et une personne qui voudrait faire des emballages sous vide de légumes cuits à basse température. Je vais essayer de mettre simplement 30% de chacun de ces cibles dans mon chiffre d'affaires. Comme ça, s'il y en a un qui me saute sous la main, je vais pouvoir quand même avoir 60% de mon chiffre d'affaires qui tiendra encore la route. Donc avec ces éléments-là, je vais pouvoir établir mon plan de culture pour 2019. Donc maintenant qu'on a défini
les objectifs et qu'on a une vue d'ensemble sur la stratégie, il est temps de commencer vraiment à intégrer les données dans le plan de culture. Ces données, évidemment, il faut aller les chercher quelque part. Et les premières données à intégrer, c'est la demande. La demande de quels légumes, pour qui et en quelle quantité. Donc, d'abord, je vais essayer de définir quels sont les légumes que j'ai envie de faire. Pour moi, ça va être des légumes où je peux produire 150 € par succession par planche, sachant que je vais en produire entre 2 et 4 sur l'année, donc je ferai un chiffre d'affaires d'environ, on va dire, 450 € par an par planche. C'est des légumes qui répondent en général à 5 paramètres importants. Le premier paramètre, c'est que leur prix est élevé. On fait de l'urban farming, on a une ferme urbaine et donc on prend soin de nos légumes. Et il est normal que je choisisse des légumes où le tracteur ou l'agriculture conventionnelle ne soit pas un concurrent. Donc je vais faire plutôt des mini betteraves, des mini carottes, où il faut vraiment avoir un œil dessus et où je peux donner de la valeur ajoutée. Donc ici vous avez une liste. Donc après le prix, il faut quand même faire une certaine quantité pour valoriser la planche. Donc par exemple la Salanova, qui sont des feuilles de laitue, on peut arriver à 20 kg de récolte à la première récolte de Salanova et elle peut se vendre à 15 €. Ça va vite faire 300 € pour la première récolte et on peut faire plusieurs récoltes par après de cette feuille de laitue. Il y en a d'autres comme le mini poireau. Moi j'arrive à planter 400 mini poireaux par planche et donc un mini poireau ça va se vendre. On a essayé à 1 €, c'est un peu cher, donc on va diminuer à 60 cents, mais c'est encore tenable. Donc il y a les ventes, la quantité, le prix, il faut que ce soit populaire, il faut qu'il y ait une demande. Ça ne sert à rien de faire du mini poireau si on n'a pas de clients. Donc par exemple la roquette, on fait des feuilles à mesclun, on fait la roquette, la mizuna, de la moutarde. La roquette, il y a 2 fois plus de demande, donc en général je plante 2 fois plus de roquettes que de moutarde ou de mizuna. Un des autres paramètres, ça va être le temps de culture court. Donc à partir du moment où il est court, il va prendre moins de temps sur la planche et donc je vais pouvoir faire plus de succession, donc mieux valoriser la planche. Et donc le cinquième paramètre, ça va être des légumes que je peux cultiver pratiquement toute l'année. Pourquoi? Parce que ça va vraiment faciliter grandement l'intégration de ces légumes dans mon plan de culture. Si si tous les restaurants me demandent une semaine 1 kg de courgettes et la semaine après ou 3 semaines après 20 kg, je ne vais pas m'en sortir. Donc il faut essayer de régulariser et d'homogénéiser les récoltes. À partir du moment où j'ai défini mes légumes, la demande en quantité, il faut quand même que je définisse un prix. Même ça peut se faire aussi quand on négocie avec les restaurants. Je préfère faire un prix rien plus bas et avoir une demande stable qu'un prix élevé, avoir une demande tout à fait instable, parce que je risque d'avoir beaucoup plus de déchets. Comment est-ce que je fixe mes prix? La première année, on s'est calqué sur les prix qui se font aux États-Unis. Donc on a eu des cours en ligne, on s'est calqué dessus, on était un peu cher, on a diminué, on a ajusté aussi en fonction. Vous allez dans le marché du coin, vous regardez quels sont les prix qui sont adoptés dans les magasins bio du coin, aussi chez Interbio qui est un grossiste, et vous adaptez une marge. Nous, pour les restaurants, j'essaie d'avoir une marge de 15-20% supplémentaire parce que j'estime qu'on est frais. On récolte le matin et on livre l'après-midi. On est locaux, on peut répondre à un changement de demande et donc on a certaines valeurs ajoutées importantes. Ils peuvent stocker aussi plus longtemps nos légumes. Ça, c'est vraiment important. Mais il y a des légumes où on ne connaît pas le prix. Par exemple, les mini-fenouilles, on ne connaissait pas le prix au départ. Ça n'existe pas. Ou bien les mini-betteraves. Nous, on fait des betteraves qui sont de la taille d'une balle de ping-pong. Pourquoi? Parce que les voisins ne le font pas. Ça commence. Mais c'était difficile d'avoir un prix. Ensuite, quand on a fait ce prix et quand on a les quantités, on va estimer quelle va être la disponibilité, combien de récoltes est-ce que je peux faire, combien de semaines de récolte je peux faire sur l'année. Et quand je multiplie ce nombre de semaines de récolte par les quantités demandées et par le prix, je vais arriver à mon chiffre d'affaires annuel par an possible par légume. Après, ce qui est très important, évidemment, c'est de pouvoir définir quel va être mon poids de récolte par culture et par planche. Donc, par exemple, c'est facile pour les poireaux, c'est 400 poireaux. Mais pour la mizuna ou la roquette, si on n'a pas un chiffre de référence,
on ne sait pas, et en plus on avance sur sa courbe d'apprentissage. Donc au début, si on faisait 2 kg, peut-être que maintenant on fait 8 kg, on doit arriver à 10 en moyenne. Évidemment, ça va dépendre aussi de phénomènes extérieurs comme le climat. Quand j'ai cette récolte par planche que j'ai estimé pouvoir faire l'année prochaine, ben ça me permet de voir combien de planches je vais devoir faire de bok choy ou de légumes. Et après, comme il y a certains légumes où il peut y avoir 2-3 successions par an, d'autres 4, ben, je vais pouvoir estimer le nombre de planches nécessaires. Et voilà. Donc à partir du moment où je connais le nombre de planches, où j'ai estimé le nombre de planches nécessaires pour pouvoir cultiver un volume de tous ces légumes qui sont demandés par mes restaurants, je vais intégrer dans un tableau toutes les données du légume, comme par exemple son temps de culture. Son temps de culture est très important. Aussi les variétés de légumes que je voudrais faire, ou que j'ai fait, ou potentiellement que je devrais faire. Le temps de culture, bon, on les connaît. Par contre, parfois on met les cultures en pépinière avant. Et donc là, il y a un temps en pépinière. Et puis, il y a une fenêtre de récolte qui n'est pas négligeable. Cette fenêtre de récolte, c'est le temps nécessaire pour récolter une planche. Par exemple, les mini carottes. Donc en fait, elle a un temps de culture de 60 jours. Elle a une fenêtre de récolte de 14 jours. Et donc, elle va être au champ, grosso modo, pendant 74 jours. Le bok choy, lui, il a un temps pour arriver à maturité de 80 jours. Par contre, on va le mettre en pépinière pendant 34 jours avant. Et il a une fenêtre de récolte de 14 jours. Donc, pour arriver à mon nombre de jours en champ, je vais prendre le temps de culture. Je vais enlever le nombre de jours en pépinière, donc 80 moins 34, auquel je vais additionner la fenêtre de récolte qui est de 14, et donc je vais arriver à 60. Maintenant, il faut bien savoir que c'est variable. Par exemple, avec les feuilles à mesclun, on peut avoir entre 1 et 4-5 récoltes. On va s'approcher de 3-4 au printemps et en automne. Par contre, on va être réduit à 1 ou 2 en été. Ces fenêtres de récolte vont être beaucoup plus rapprochées parce que chaque semaine, il va falloir récolter pour que ça n'arrive pas en fleurs en été. Par contre, en automne, on peut décaler de 2-3 semaines entre chaque fenêtre de récolte et au printemps, toutes les 2 semaines par exemple. Donc ce n'est pas une science exacte. Mais ça nous donne quand même une indication et ça nous rapproche de la réalité. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir mettre quel est le poids en graines, donc le grammage nécessaire pour une planche, donc on fait tout par planche, pour implanter par exemple des feuilles de betterave. Ici, les feuilles de betterave, ce sera 72 grammes puisqu'on le fait sur 12 rangs. Donc, je vais mettre dans mon semoir à 6 rangs, je vais mettre 72 divisé par 6, ça fait 12, et je vais faire un aller-retour. Il y a 6 grammes sur chaque rang. Pour les transplants, là, en fait, c'est par pot. Combien de graines on a besoin par pot? Donc, par exemple, pour les feuilles à mesclun, on peut mettre 3 graines de betterave. Pour les jeunes oignons, ça peut être 8 par pot. Et on met aussi le nombre de rangs nécessaires et l'espacement. Ça va nous donner en général le nombre de mottes nécessaires par planche. Ici, ce sera 250 mottes par planche en feuilles de betterave si je le fais. Si on utilise par exemple le paper pot, on va avoir un autre type de données que vous trouverez ici. Mais on n'a pas le paper pot, donc je n'ai pas encore l'expérience, mais on l'a noté déjà pour le futur. Ensuite, moi je l'ai mis à titre indicatif, et c'est les amendements en compost qu'on a besoin en compost, voire en engrais organique qu'on a besoin de rajouter par culture et par planche. Donc dès lors qu'on a implémenté toutes les données de légumes dans le tableau des données de culture de légumes, il est bon d'essayer de regrouper ces cultures par blocs de culture. Alors les blocs de culture peuvent être groupés de manière différente, mais la plus importante en général, c'est le temps qu'elle va passer au champ. Mais ça peut être aussi par irrigation, par amendement, besoin d'un abonnement, ça peut être aussi par machine. Et donc voilà, il y a plusieurs systèmes. Moi, j'essaie de faire des blocs par 6 planches parce que j'ai des jardins de 6 planches et ça me facilite la tâche
au niveau des récoltes, de l'irrigation et du bâchage. Mais le premier système, c'est par rapport au temps de culture. Donc ici, par exemple, on groupe les sucrines, les mini-fenouils, les pak choy, les oignons, les mini-choux-raves, qui, quand on les transplante, mettent grosso modo 30 jours chacun à arriver à maturité. Ils ont chacun une fenêtre de récolte de 15 jours. Et donc, ils ont vraiment un même bloc. La roquette, l'épinard, la moutarde, la bête, et ils ont beaucoup moins en temps de culture. Par contre, la fenêtre de récolte peut être beaucoup plus longue, surtout au printemps et en automne, parce qu'on peut faire 2-3 récoltes. Ces récoltes peuvent s'espacer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, selon le moment où on se trouve sur l'année. Mais surtout aussi, on voit ici par exemple que les blocs sont relativement les mêmes au niveau de la longueur, mais toutes ces feuilles à mesclun vont être récoltées avec une récolteuse à mesclin. Donc c'est bien de les regrouper, on va devoir moins marcher au champ et on va gagner du temps. Ici vous voyez des chiffres en fait qui sont le nombre de jours d'arrivée à maturité multiplié par un coefficient. Ce coefficient, c'est Coleman qui l'a élaboré par rapport à l'ensoleillement disponible en fonction de la saison. Donc, en fin février, on a un ensoleillement qui va faire que nos plantes vont croître 1,8 fois moins vite que si on est à la fin mai. Et donc, je vais multiplier ce chiffre de 30, le DTM, par 1,8, divisé par 7, ça va me dire 7,7 semaines à partir de la bonne récolte. Donc je vais ajuster chaque fois ces blocs par rapport à la saison où je vais les planter. Maintenant, on va arriver au tableau des séquences de culture. Donc les séquences de culture, c'est quand est-ce que je vais devoir planter tous mes blocs et pour avoir une récolte constante. Donc je veux avoir 200 sucrines par semaine. Là, ça va me mettre 7 à 8 semaines. Ici, 7 semaines plus ou moins. Là, 6 semaines, ben, ce sera le nombre de semaines entre mon transplant et ma récolte. Et donc, je vais pouvoir avoir une succession de ces blocs de culture. Ces séquences de culture, à la fin, non seulement vont me permettre de savoir quelle récolte, mais si je les multiplie par le prix, ça va me donner mon chiffre d'affaires hebdomadaire. Si je multiplie par le nombre de graines nécessaires pour le transplant, ça va me donner le nombre de graines nécessaires à acheter. Quand j'ai fait toutes ces successions de toutes mes cultures avec tous mes blocs et toutes les cultures, je vais arriver au tableau des successions de cultures. C'est-à-dire que je vais essayer de tout grouper et de remplir mes 150 planches. Donc je vais mettre dans l'ordonnée ici 150 et je sais que je ne peux pas faire plus de 150 planches, donc je vais essayer de faire un espèce de Tetris et de bourrer mon champ avec un maximum de cultures et au moins il y a de blanc, au mieux c'est, sauf si vous voulez faire des faux semis entre deux cultures, vous pouvez laisser 15 jours en été, sous bâche par exemple, et faire un faux semis, vous passez avec le désherbeur thermique après, et vous plantez vos carottes, et puis vous donnez un petit coup de désherbage 15 jours plus tard, et ça va aider. Mais donc ce tableau de succession de culture va vous donner une vue complète de toutes les cultures que vous aurez dans vos champs à telle et telle date, et aussi on met des codes couleurs en fait par famille de cultures. Donc par exemple les brassicacées sont en vert, les aliacées sont plutôt en brun. Et donc on sait qu'il y a certains légumes qui vont mal après d'autres. On essaie d'éviter ça. On essaie d'avoir une succession d'éviter les successions avec deux cultures de la même famille ou deux légumes racines, etc. Si vous avez un trop grand blanc, et comme je montre ici, en fait, l'idée ce serait d'implanter un engrais vert pour donner les nutriments nécessaires aux légumes dans le sol, quoi. Après, quand vous avez fait cette succession de cultures, parce qu'il y a toujours des petits ajustements à faire, c'est bien de faire un tableau avec la pépinière. Quand est-ce que vous allez devoir mettre en pépinière vos légumes pour pouvoir les transplanter à la date convenue dans le tableau de culture, tableau de la pépinière. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que pour chaque
type de légumes, je vais avoir des dimensions de mottes dans lesquelles je vais les planter. En Belgique, on trouve des mottes qui sont toutes faites chez, par exemple, De Coster ou Vincent Cantard, pour ne pas les citer. Et on a des plateaux de 40 mottes qui sont plus grosses pour les courgettes, par exemple, et les pâtissons, un peu plus petites pour les bêtes, les quais, etc. Et vraiment des toutes petites, en général, pour les betteraves, les petits épinards, les laitues, le persil, les petites laitues, etc. Si je sais par exemple que je vais devoir transplanter 200 quais la semaine du 7 du 3 et que ça met 21 jours en pépinière, ben 21 jours avant, je vais marquer que je vais devoir mettre en pépinière 2 plaques de 96 mottes de kale ce jour-là. Et donc vous pourrez voir quel est le nombre total, par exemple, de plateaux de 150. Ici j'en ai besoin de 12. Je sais que ma voiture permet d'en mettre, on va dire, une quarantaine, et si je vais en avoir une quarantaine à mettre dans ma voiture, quoi. Donc je vais y aller à cette date-là pour ces 3 semaines-là. C'est important de pouvoir le prévoir à l'avance et de pouvoir le mettre dans son agenda, sachant qu'il ne faut pas garder ces plateaux de mottes trop longtemps parce qu'elles se dessèchent, mais il faut aussi réduire le nombre d'allers-retours et pas aller à semi-vide puisque le temps du maraîcher est important. À partir du moment donc, où j'ai mis mon tableau transplant, mon tableau pépinière, donc ma succession de cultures, par une simple formule que je vous mettrai dans le PDF, vous pourrez facilement vous dire, ok, j'ai un terrain au Prince d'Orange, au jardin 3 et à la planche 9, je vais devoir faire un semis de roquette. Même chose à la planche 7, un semis de navet blanc. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. J'ai le dimanche soir, je sais que je dois faire tout ça. Je peux estimer si il est bon de faire un chantier ou pas en plus, ou si je vais devoir me concentrer à 100% à cette mise en place. Quand on a fait l'agenda, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que c'est possible de transplanter autant de légumes cette semaine-là. Par exemple, on a pu transplanter 13 000 poireaux. C'est d'avoir une timesheet qui me permet d'évaluer le temps que ça va me mettre. La timesheet qui fait partie d'une des dimensions de recherche avec l'ULB, enfin de SpinCope et le Credal, s'articule de la manière suivante. On a subdivisé notre travail quotidien par journée. Par exemple, on a fait des catégories. Là, j'ai travaillé en pépinière. Là, j'ai travaillé sur les micro-pousses. Là, j'ai passé autant de temps à irriguer sur tel terrain. J'ai passé autant de temps pour le désherbage sur tel terrain. J'ai fait du transport de production. Donc, je me suis déplacé entre des terrains ou de la base vers les terrains où j'ai été chercher des mottes de Coster. J'ai passé autant de temps. Pour les récoltes, je passe autant de temps. Ici, on voit qu'on récolte en fait principalement les lundis et les jeudis. Et ensuite, on fait du lavage, du conditionnement, c'est la même journée, on fait du transport. Donc tout ça peut être subdivisé en temps qui nous permet d'avoir une vue et une prévision sur l'agenda qu'on va avoir en fonction de notre plan de culture qui sera plus proche de la réalité. Donc on sait globalement sur l'année combien de temps on a passé pour chacun de ces postes que vous pourrez étudier plus facilement dans le PDF qui sera joint à cette vidéo. C'est intéressant aussi de faire des zooms de prise de temps. Donc par exemple, monter un tunnel nantais, combien est-ce que ça prend? Démonter, implantation d'une planche. Donc par exemple, quand on veut préparer une planche pour une culture, on va dire que ça met 5 minutes à la grelinette quand on fait plusieurs successions par an. Mais si c'est la première année, ça peut être une demi-heure. Parce qu'on peut casser sa grelinette aussi. Le terrain est beaucoup plus dur, il est plus humide, il est plus compacté surtout. Et donc, tous ces temps sont importants pour pouvoir estimer son temps. Par exemple, aussi les implantations, par exemple, de planches de poireaux. On a planté 13 000 poireaux. On sait qu'on peut mettre 400 poireaux par planche. Ça fait autant de planches. Donc, la préparation de la planche. Et puis, il y a la plantation du poireau. Il y a couper les barbes avant, etc., etc. C'est intéressant de pouvoir mettre ça pour pouvoir avoir une estimation de par rapport à mon agenda, combien d'heures je vais devoir travailler cette semaine. Si il est écrit 100,
ben vous devez un petit peu revoir vos prétentions à la baisse ou engager 2 personnes. Donc moi, ce serait engager 2 personnes ou revoir mes prétentions à la baisse. Je ne veux pas travailler 100 heures l'année prochaine, c'est pour avoir un burn-out. À partir du moment où toutes ces prises de temps ont été faites, que l'agenda a été mis en route et que le plan de culture est lancé, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va essayer de réimplémenter les résultats du terrain dans le plan de culture. Donc ce que je vais faire, qui n'est pas sur le tableau, je vais prendre mon plan de culture à réaliser. Je vais faire un plan de culture réalisé, donc c'est la même feuille Excel mais vide. Et chaque fois que j'ai réalisé une culture, je l'efface de mon plan de culture à réaliser et je la rajoute dans mon plan de culture réalisé. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Comme ça, je sais que s'il y a des différences entre la réalité et les perspectives, elles sont notées. Quand je vais prendre mes récoltes, au lieu de faire R roquette, normalement c'est égal à 10 kg par exemple, chaque récolte de roquette fait 10 kg, en tout cas la première, la deuxième va peut-être en faire 5 et la troisième 2. Eh ben, si j'ai pris 12 kg à cette saison-là, je vais effacer le R roquette, je vais mettre 12 kg. À la fin, ça va me permettre, si je le multiplie par le prix, de voir combien une planche m'a rapporté réellement, de savoir chaque semaine combien ça m'a rapporté réellement et de pouvoir estimer quels sont les temps de culture réels qui ont été nécessaires pour pouvoir récolter. Ensuite, si on a des trop grosses différences, il faut essayer de pouvoir définir pourquoi et de commencer sur de meilleures bases l'année suivante. Donc, afin de faciliter la mise en place de ce plan de culture et de lier à la comptabilité, il serait bon, dans une perspective d'avenir proche, de pouvoir intégrer ces différents modules dans un CRM. Ça faciliterait grandement cette mise en place et la lierait directement à la réalité vécue sur le terrain, c'est-à-dire les récoltes, puis les stocks et puis les ventes. En annexe de la vidéo, vous trouverez des liens avec la feuille Excel au complet et également la méthodologie pour pouvoir faire votre propre plan de culture selon votre stratégie, vos envies et la demande du marché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ce fut très agréable de partager avec vous cette expérience et je vous souhaite bonne chance.